Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Je suis en train d'attaquer le test du XH2 et j'avais une question qui me taraudait. Donc moi je suis obligé de répondre à chaque question que je me pose quand je me la pose, ce qui est assez compliqué pour pouvoir faire des choses de manière régulière et efficacement, mais je l'ai fait. Pourquoi je parle du XH2? Parce qu'il va être important dans la vidéo, de la même manière que cette petite charte colorimétrique de chez X-Rite pour la vidéo. Oui, c'est une vieille charte, c'est pas une calibrite. Et donc on va voir ici comment avoir des couleurs le plus fidèles possible. J'ai bien dit fidèle, hein, j'ai pas dit joli ou comment. On va pas parler de bonne science des couleurs. Pour moi, une bonne science des couleurs, c'est quelque chose qui est le plus fidèle à la réalité. Et c'est souvent contraire à ce que vont dire beaucoup de gens en mode ouais, la science des couleurs de ça, c'est mieux que ce que j'ai jamais vu, voilà, Sony c'est pas bien. Alors que souvent, ce qui est décrit comme le mieux, c'est le plus flatteur. Et le plus flatteur n'est pas le plus correct. Alors certes, hein, pour travailler très rapidement, c'est bien d'avoir une bonne science des couleurs, une science des couleurs qu'on apprécie dans sa caméra. Mais ça, comment dire ça a du bon de savoir gérer vraiment les couleurs et de savoir ce qu'est une bonne colorimétrie vraiment au final. Et donc on va voir ça ici. Donc c'est qu'une intro et donc c'est une technique assez particulière que je vais utiliser. Si c'est pas celle que vous utilisez ou si c'est pas le logiciel que vous utilisez, et ben voilà, ça ne remettra pas en cause ce que vous faites, mais ça peut vous intéresser au final. Et donc pourquoi déjà vouloir des couleurs fidèles au final? Eh ben, ça peut vous permettre de savoir, par exemple, quels vêtements ne vous vont pas au teint, parce que c'est des fois pas forcément la caméra. Vous testez deux caméras et vous n'avez pas le même t-shirt, vous dites ah les couleurs elles sont pas bonnes sur celle-là parce que eh ben il n'y avait pas les bons tons de couleurs. Par exemple, quand je me porte du rouge, j'ai toujours l'air en meilleure santé et mon visage a toujours l'air plus rosé. Mais normalement, lorsqu'on arrive à avoir des couleurs fidèles, et ben on arrive à retrouver ces tons. Et ce que ça permet de voir aussi, c'est par exemple quand on a une mauvaise lumière. C'est souvent ça qui va traduire les problèmes que vous pouvez avoir dans votre image. Donc c'est bien, même si on aime bien, par exemple, la science des couleurs de Panasonic, de Canon, je dis pas qu'elles sont mauvaises, hein, de quand même savoir apprécier et comment dire ça, comprendre les couleurs et les retoucher au final. Et donc c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Pourquoi je parle du Fujifilm X-H2 ici? Parce qu'il a, dans ses escarcelles, on va dire ça comme ça, une chose assez intéressante pour ceux qui ne sont pas encore passés chez DaVinci, il faudra que je le fasse un jour, mais moi comme je suis un utilisateur d'Adobe parce que j'ai fait des études de graphisme, j'aime par exemple toujours utiliser Illustrator pour me faire des textes et pas avoir à faire un PNG, donc avoir un texte de meilleure qualité et pouvoir l'intégrer dans Premiere et en modifier la taille sans aucun problème, ce qui ne serait pas le cas chez DaVinci. Il faudrait que je fasse PNG de la bonne taille et puis si ça n'allait pas, il faudrait que je le refasse. Après, c'est que des considérations, mais ce qui est vrai, c'est que DaVinci reste bien meilleur pour faire de la colorimétrie parce qu'on a ce qu'on appelle le Color Space Transform. Et ce que ça permet de faire, c'est de pas passer par un LUT, ce qui a l'avantage de pouvoir retoucher beaucoup plus facilement la dynamique, parce que au final, un LUT correspond à une utilisation précise. Par exemple, ce qui sera déconseillé, ce qui peut faire que vous n'utilisez pas un LUT, par exemple Canon, ou surtout un LUT Sony sur Canon, c'est qu'il n'y a pas la même dynamique dessus, et donc ça va un peu abîmer la qualité. Mais en général, un LUT abîme de toute façon la qualité, alors qu'un Color Space Transform, ça n'applique que... ça me permet que à votre métrage d'être dans l'espace colorimétrique de votre timeline. Donc vous pouvez retoucher la saturation, le contraste, tout ce que vous voulez, beaucoup plus facilement et garder la dynamique que vous voulez dans votre image, ce qui est vraiment très très bien. Sur Premiere, on peut pas le faire, mais c'est pas pour ça que, on est piégé avec ça. Et ceux qui me diront, oui, si on va dans modifier, donc je vais vous montrer ça. Si on va ici dans métrage, pourquoi tu veux pas métrage. Voilà, ici, on peut remplacer l'espace colorimétrique. Donc si on met Rec 709, ça ne fait absolument rien. Et on peut mettre S, je ne vais pas le faire, on peut mettre S-Log 3, mais du coup, les couleurs sont surexposées, ça ne marche pas correctement. Donc voilà, ça ne marche pas sur Premiere.
Et c'est là que le XH2 rentre en jeu, ou le XH2S, et hop, ici, je vais vous montrer ça. Donc c'est les LUT que vous pouvez avoir sur le site Fujifilm. Donc si vous les voulez, parce que ce sera important si vous voulez utiliser cette technique, parce que si vous utilisez Premiere tout simplement, vous allez chercher LUT F-Log2 et normalement vous allez tomber là-dessus. Donc là, si vous êtes fugiste, ce sera tous les LUT F-Log. Donc ça mettra des vieux appareils photo jusqu'au XH2, puisqu'il a le F-Log aussi. Et là, F-Log2, on n'aura que le XH2 et le XH2S, et donc c'est ce que j'ai ici. Et on a le LUT pour Eterna, le LUT pour Eterna et Bleach Bypass, mais cela, ce sera des LUT de look. Et de correction en même temps, donc correction d'espace colorimétrique plus look. Ce qui pose problème, on verra juste après. Et là, par contre, on a un LUT F-Log2 vers F-Log2 BT709. Ce qui veut dire que, à part, une petite signature colorimétrique, il n'y a rien. Donc vous pouvez retoucher exactement votre image comme vous voulez, ça va juste un peu convertir l'espace colorimétrique, et du coup les retouches qui seront faites dessus, parce que c'est ça le principe de l'espace colorimétrique, c'est que vos retouches seront bonnes en fait dessus. Et donc ça donne ça. Quand j'arrive ici, je suis d'abord sur la 7.4, et donc là c'est le LUT d'usine. Donc hop, on va arriver ici, tac, parce que j'ai déjà refait plusieurs fois la vidéo. Actualisation automatique, donc c'est le LUT que j'ai, le S-Gamut Ciné 3, enfin 3 Ciné, vers LC 709, donc c'est le LUT d'usine que donne Sony, il y en a deux, mais c'est celui que je préfère des deux. Et vous voyez que les couleurs sont pas mauvaises en soi, il y a quand même une emphase un petit peu plus sur le jaune et sur le rouge, et on est un peu en retrait sur le cyan et le bleu. Et donc, ce qui est important, c'est que la forme ressemble le plus possible à ça. Et après, l'équilibre des couleurs, en fait, la taille sera déterminée par l'exposition. Mais voilà, c'est plus pour... Enfin, ce que ça permet de décrire, c'est plus votre façon d'exposer et comment vous aimez que l'image soit exposée. Donc moi, au final, elles ont toutes à peu près la même forme, une fois que c'est retouché, et c'est bien. Mais ce qu'il faut avoir au final, c'est une forme qui sera, proportionnée pareil que ça, donc, et positionnée comme de façon à ce que si on tire une droite, là par exemple, le rouge il est pas bon parce que il devrait être là où il y a ma flèche. Et donc on va voir comment retoucher ça ici. Et donc voilà, ça c'est à peu près correct, mais c'est pas non plus le plus terrible. Donc quand je passe au LUT Fuji, donc il y a quand même des retouches dessus, je dis pas le contraire, c'est ce que je fais tout le temps, donc voilà, c'est ce que j'aime avoir, d'avoir le visage qui est éclairé, mais on voit quand même la surface de la peau. Et donc voilà, j'ai dû mettre moins 60 et 30, donc on voit que il faut que je retouche par-dessus la lutte, alors que là, quand je passe ici, voilà, vous voyez que comme il n'y a aucune correction qui a été faite dessus, je peux mettre à 70-70, enfin 70 et moins 60. Pourquoi j'ai fait ça Oui, si, moins 70, pardon. Excusez-moi, c'est l'inverse, justement, je me fais... Et puis voilà, j'aime bien mettre ça. Peut-être que là, je pourrais mettre 0, ce serait pas plus mal, au final. Et donc vous voyez que là, l'équilibre des couleurs, c'est pas du tout la même chose. Comme c'est un LUT Fuji, je vous ai dit que la seule chose qui changeait, c'est qu'ils appliquaient une colorimétrie, qui est d'ailleurs trop vers le rouge, que ce soit chez Fuji ou chez n'importe qui. Et vous voyez que ça va pas du tout, parce que là, le bleu n'est plus du tout dans la bonne position, donc il y a fort à parier que les bleus, comme vous voyez là, c'est pas très correct. Et c'est pareil pour le vert et le jaune, le magenta, donc voilà, vous voyez, c'est pas terrible, mais c'est la base qu'on va utiliser pour retoucher, parce que au-delà de ça, la dynamique est très bonne, la saturation marche plutôt bien au final. Juste une chose, lorsque vous retouchez bien votre saturation avant, parce que ça peut changer l'équilibre des couleurs. Donc si vous aimez bien une certaine saturation, il va falloir faire en sorte que ce soit comme il faut, et après aller retoucher vos petits bras de notre étoile, et on verra ça juste après. Après, faire ça, ça permet aussi de pouvoir,
aller plus sur certaines couleurs qui sont peut-être un peu plus faiblardes que d'autres, et après désaturer les autres pour y aller, parce que des fois c'est assez compliqué de saturer certaines couleurs. Et voilà, vous verrez en retouchant si ça marche ou si ça marche pas, et je vous laisse la liberté d'apprécier comment ça marche. Et donc là, je passe à la même chose, mais avec ma retouche de ce que je voyais sur le Vectorscope. Et donc là, on passe tout de suite à quelque chose de plus équilibré, et c'est pas pour ça forcément que c'est quelque chose de très agréable. Après, là, c'est parce que bon, au final ça va, hein, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas, comment dire ça, mon éclairage derrière, il n'y a pas ce que vous voyez ici, parce que ça, j'ai déjà testé. Mais si vous mettez ça qui vous permet, hein, justement le vectorscope, il va s'attacher au point, et ben pour lui, et ben ça c'est des données aussi. Donc en fait, quand ça clignote, vous allez voir des points arriver un petit peu partout dans le vectorscope, et ça ne va pas. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé cette lumière là, que j'ai enlevé la lumière qui est là, pour avoir quelque chose le plus neutre possible, et c'est ce cas-là là, que je peux vous montrer qui vous permettra de voir si déjà votre lampe est fidèle, est-ce que c'est censé être, et si les couleurs sont agréables. Donc là, comme je suis en noir, voilà, je pars un petit peu blanc, et il y a quand même, voilà, on voit quand même qu'il y a du rosé, parce que c'est comme ça que je serai au final en vrai. Et donc c'est ça qui va être intéressant, c'est que c'est fidèle, et c'est bien au final. Après, si vous voulez retoucher à partir de là, c'est quelque chose d'intéressant, mais pour moi, j'aime bien avoir cette base-là, et même rester là-dessus, et on voit que lorsqu'on regarde les couleurs, c'est plutôt correct, enfin c'est même très très correct. Et puis voilà, donc on voit bien que la forme suit scrupuleusement, donc c'est parallèle, voilà on voit, et tout a été bien fait. Je crois que j'ai passé plus de temps à faire celui-là qu'à faire les autres, donc les autres pourraient être un petit peu mieux, mais on va voir ça juste après. Après on va passer au XH2, et donc là, ça vous illustre aussi un problème de surexposer ou de sous-exposer, on sous-expose très peu les logs, c'est que une lutte d'usine, elle est faite pour une certaine exposition. Donc il arrive que lorsque vous appliquez la lutte d'usine d'une certaine façon, ici je suis toujours à plus 1,7 ici, donc avec les zébras que j'ai mis à 55% sur le Sony A7 IV, et j'ai reporté les résultats sur mon XH2 et sur mon Canon. Ça marche très bien à l'intérieur, puisque la seule partie presque surexposée, c'est mon visage, et ça passe plutôt bien, donc, ce que vous allez voir ici. Et du coup, la lutte Eterna ne marche pas du tout. Pourquoi je dis quand on surexpose? Parce que en extérieur, je mets en automatique sans surexposer, et ça marche très très bien cette lutte. Bon, après, ça marche très très bien, mais je suis quand même pas content de devoir baisser tout le temps les hautes lumières. Mais voilà. Donc l'application du LUT, de la lutte de conversion, enfin de transform, et vous voyez que voilà, c'est pas mal ici, mais là on a le rouge qui part dans les fraises, et qui est pas très correct en termes de positionnement. Donc toutes les autres couleurs sont vraiment plutôt fidèles, hein, dans ce qu'on va voir juste après, mais pas le rouge. Au final, après, si on regarde ça, voilà, on voit que maintenant j'ai redressé tout ça, et c'est c'est bon. Et puis au final, c'est un hexagone. J'espère que c'est un hexagone. Et ben, il a une proportion qui est un peu équivalente de celle d'avant, parce que je suis un peu moins, je pense, devant. Et peut-être que parce que la dynamique est un petit peu, est un petit peu différente, et que j'ai retouché exactement ça de la même façon que le le XT4, le A7 IV. Peut-être que voilà, il faudrait un petit peu plus pousser les tons clairs pour avoir quelque chose qui ressemble à l'A7 IV. Mais voilà, c'est juste qu'il y a des différences dans les logs en termes de dynamique pure, et c'est ça qui fait que la proportion est un peu différente. Mais vous voyez que les couleurs marchent à peu près bien aussi ici, et vous voyez que du coup, on a un profil qui matcherait plutôt bien avec celui, la tête comme ça, avec celui de la 7.4 sans problème. Voilà.
Peut-être que lui a un petit peu plus de... Voilà, vous voyez, peut-être que lui a un petit peu plus de jaune parce que je vois que le jaune, il n'est pas forcément centré comme il faut. Et il y a un petit peu de flottement dans les couleurs. Je ne sais pas pourquoi le vectorscope n'est pas précis. Bon, après, c'est peut-être juste le mouvement. Et voilà. Mais voilà, on est très proche sur les deux, hein, au final. Et comme vous voyez, voilà, on peut avoir exactement les mêmes couleurs et elles sont très bien sur les deux. Et la dynamique est aussi bonne. Alors après, sur le Canon, hop, je suis en RAW, justement pour avoir la même dynamique à peu près que le XH2 avec le A7 IV, hein, parce que le F-Log 2 et le S-Log 3 sont pratiquement pareils. Donc là, on a ça, par contre, c'est... voilà. Ça, c'est le lot d'usine C-Log 2 vers BT709. Si je dis pas de bêtises, hein, j'espère que j'ai mis le bon. C-Log 2 BT709 en 33, ouais, c'est le bon. Et donc, vous voyez que c'est très très jaune. Voilà, comme quoi... hein, la science des couleurs, tout ça, c'est pas forcément terrible tout le temps. Et donc, vous voyez que on a beaucoup de jaune et on a beaucoup de rouge. Mais comme il n'y a pas beaucoup de rouge dans la scène, eh ben on le voit pas forcément. Hop, si on regarde ici, le rouge. Mais vous voyez, peut-être qu'à l'œil humain, ça vous paraît pas, enfin le rouge vous paraît pas si violent que ça, parce que là c'est plutôt jaune. Après le look est pas forcément mauvais, hein, au final, et on voit quand même que les tons de chair sont quand même conservés malgré que je sois quand même un petit peu jaune. Voilà. Ça se trouve c'était parce que normalement la balance de blanc elle était bonne, mais bon après quand on va voir ça, lorsque je le corrige ici, voilà. Vous voyez que ici du coup j'arrive à avoir une dynamique qui est bien meilleure. Enfin, mais exploitée d'une meilleure façon. Hop. Parce que du coup, j'ai pas mis le lot d'usine. Hop. Et du coup, voilà, les couleurs sont équivalentes à ce que j'aurais avec les autres appareils photo. Après, la dynamique étant un petit peu différente là-dessus. Attends, ça se trouve, j'ai peut-être laissé aussi ici. Non, je l'ai mis. Pourtant, je l'ai mis comme ça. Et j'ai mis à 130. Voilà, c'est bon. En plus, ce qui est bien, en fait, d'utiliser le même lutte avec chaque appareil photo, c'est que les retouches sont équivalentes. En plus, ce qui est bien, c'est comme c'est un Color Space Transform, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent lorsqu'on n'utilise pas les luttes à chaque fois de chaque fabricant. Ce qui, du coup, me facilite la tâche, hein, quand je retouche. C'est clairement intéressant. Après, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, là, sur la 7.4, j'ai une lutte d'affichage qui ne sera pas du tout ce que je verrai à la fin. Donc ce sera intéressant du coup de voir ce que ça donne. Hop. Et du coup ici, voilà. D'accord. Alors ce qui est marrant c'est qu'il marche. Voilà, c'est ça. J'ai dû faire ça. C'est plutôt pas mal. Mais là, comme vous voyez, j'ai dû exposer un petit peu plus bas qu'avec les autres. Et vous voyez que les couleurs sont vraiment équivalentes. J'ai le même teint de peau. Voilà. C'est correct. C'est juste l'environnement et le fait qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas de lumière autre que ça qui fait que bah, c'est pas c'est pas le mood le plus intéressant du monde, je suis d'accord. Mais voilà, quand vous regardez les couleurs de la charte surtout, eh ben c'est du blanc. On a les couleurs qui sont correctes. Et puis voilà. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, hein. À partir du moment où, lorsque vous regardez votre image, il n'y a rien qui vous choque. Et en plus, les blancs ont l'air blancs. Par exemple, les pupilles, c'est assez intéressant pour voir ça. Donc peut-être que l'exposition est correcte aussi. Voilà, ça marche vraiment plutôt bien. Et ce serait plus intéressant, je suis d'accord, s'il y avait de la lumière derrière, mais ça exposerait tous les trucs qui sont pas très intéressants dans le champ. Et donc voilà ce que j'avais à vous montrer sur la retouche des couleurs. Voilà, vous prenez votre vectorscope et vous essayez de lui infliger la forme la plus précise. Mais comme ce que je vous ai pas indiqué, et ce que je viens de me rendre compte, c'est comment on fait ça. Donc comment on fait ça? On va se mettre là. Hop, je suis ici. Hop. Et on va aller dans les courbes sur première. Alors c'est sûrement légèrement différent ailleurs.
Et là, on a un cas assez particulier, donc il faut éviter d'avoir, mais comme on est en 12 bits là-dessus, c'est plutôt pas mal, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est le seul profil de toute façon Canon qui exploite les couleurs de cette façon. Je l'ai fait sur le Celloc 3, je crois, mais ça marche aussi de la même façon. Mais le mieux, c'est de faire des transitions les plus douces possibles. Donc là, c'est pas non plus dur. Et voilà. Donc, la saturation, la teinte ou saturation, ce que ça permettra de régler, c'est la longueur de la branche, des branches de votre étoile. Et la teinte ou teinte, ça vous permettra de changer la couleur, donc vraiment de devenir beaucoup plus précis sur ce que vous aurez. Par exemple, si je prends le magenta, donc regardez le magenta sur le vector scope, si je fais ça, le magenta, il est plus bien placé ici, voilà, ici décalé. Et si je descends vers le bas, il va partir à l'opposé. Voilà. Et là, il est tellement à l'opposé qu'on ne le voit même plus. Et donc, du coup, les couleurs ne sont plus correctes. Donc, c'est en fait, j'ai pris le pire fichier qu'il fallait pas faire parce que je suis sur le RAW. Mais voilà, si je fais hop, 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 je reviens à peu près où il faut. Après, comme vous voyez, hein, il y a encore du travail là-dessus. Je suis allé un peu vite fait, mais vous voyez que le magenta, il n'est pas forcément placé au bon endroit. Et même le rouge au final. Mais voilà. Alors, je vous laisserai comment faire ça. Mais si on repasse sur le Sony, ça doit être celui qui a été fait. Je ne sais pas si c'était le plus facile à faire. Mais qui a le scope qui est devenu le plus précis. Et d'ailleurs, c'est celui qui voit le mieux les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est un beau vector scope avec les couleurs exactement au bon endroit. Et ça montre que le Sony est facile à retoucher et qui donne des bonnes couleurs. Et comme vous voyez, quand on est passé du RAW à ça, c'était pareil. Voilà, voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que c'était compréhensible malgré le fait que je vous fasse ça un petit peu en direct, même si je suis pas en direct. Hein, c'est vraiment pour parler de ça, pour vous décrire un petit peu ce qu'il faut faire un petit peu en vidéo pour avoir des couleurs correctes. Donc j'espère que ça vous aura plu au final et que ça n'aura pas été trop embêtant de me voir un peu, comment dire ça, vous montrer certaines choses et pas forcément avoir un discours en continu là-dessus. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des vidéos parlant plus des formats de vidéos, ce qu'il va y avoir d'intéressant, l'audio aussi, parce que je vous fais des tests, mais c'est peut-être pas forcément toujours compréhensible si vous n'avez pas le vocabulaire pour comprendre ça. Donc moi je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil, je l'espère pour le test du XH2, mais à défaut je vous ferai quand même toujours une vidéo par semaine, il y a les vidéos de tuto du XH2 qui vont arriver aussi, et donc salut.